Bonsoir à tous. Nous sommes en direct du Nikon Plaza à l'occasion de l'exposition de Pauline Ballet qui vient de démarrer, qui démarre tout juste. On l'a branché ce matin. On a accroché les tirages. C'est une exposition digitale. Et donc à l'occasion de cette exposition qui est au Nikon Plaza jusqu'au 2 juillet, Pauline, tu nous as fait l'honneur d'être présente. C'est compliqué de te trouver en ce moment, il y a beaucoup d'actualités sportives. On est ravis de pouvoir t'accueillir et de pouvoir échanger avec toi pour que tu nous parles un petit peu de ton travail. Est-ce que tu peux peut-être déjà nous expliquer un peu ton parcours, puisque tu as une formation de photographe, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de photographes. Il y a beaucoup de photographes qui ont démarré de manière un peu autodidacte. Toi, tu as démarré par une formation, mais ta formation, tu n'as pas forcément... En tout cas, c'est la première analyse qu'on pourrait en avoir, ne t'a pas forcément orienté directement vers ce que tu fais aujourd'hui, la production d'images majoritairement sportives. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton parcours ? Oui, tout à fait. Bonjour tout le monde et merci de me recevoir, fraîchement sorti de Roland-Garros. Oui, alors j'ai un diplôme. Aujourd'hui, j'ai reçu une petite notification de Facebook. Ça fait 10 ans, jour pour jour, que je suis diplômée de l'École nationale supérieure de la photographie. Qui est située à Arles. Voilà. Et en fait, j'ai fait cette école. C'était un rêve depuis que je suis adolescente parce que j'ai découvert la photo adolescente en argentique. Je faisais de la photo noir et blanc à l'époque. Et j'ai toujours rêvé d'intégrer cette école qui a duré 3 ans et qui est une école fabuleuse. Vraiment, j'ai passé 3 années superbes là-bas. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, donc il y a 10 ans, si on m'avait dit que je deviendrais photographe sportive, je ne pense pas vraiment que je l'aurais cru. Tu peux peut-être juste nous expliquer un petit peu quel type de formation prépare l'école d'Arles. Donc l'école d'Arles, en fait, c'est une école qui permet aux artistes, aux photographes d'aller au bout de leur créativité, de développer leur projet personnel. Et elle forme en gros des artistes en fait. Donc moi, mon rêve quand j'ai intégré cette école et même quand j'en suis sortie, ça serait d'être représentée par une galerie dans le Marais, d'être photographe conceptuel ou je ne sais quoi. Mais en fait, mes projets perso n'étaient pas du tout assez aboutis, n'étaient pas. En tout cas, moi, je me suis toujours exprimée par la photographie depuis adolescente, donc j'en faisais tout le temps. Mais je ne trouvais pas que mes projets étaient intéressants. Enfin, en tout cas, j'allais jamais au bout de mes idées. Je commençais des idées, puis je les arrêtais. Enfin, je savais pas trop. J'étais un peu perdue en photo. Je savais pas vraiment ce que je voulais faire. J'avais pas vraiment trouvé ma voie. Ta voie, ouais. Exactement. Et en fait, à la fin de cette école, j'étais un petit peu assistante portraitiste. Pareil, j'aimais beaucoup le portrait, mais ça me correspondait pas non plus exactement. Et puis, j'ai donc décidé, parce qu'il fallait quand même bien que je vive à Paris et que je puisse payer mon loyer, donc j'ai décidé de plutôt, en attendant de trouver vraiment ma voie en photo, de rechercher du travail dans tout ce qui est iconographie, édition, parce que j'avais fait ces travaux-là quand l'été, je travaillais dans les éditions photos de magazines ou de quotidiens. Donc, j'ai trouvé un travail chez Amaury Sport Organisation, en tant qu'iconographe. Donc Amaury Sport ASO, qui donc est l'organisateur du Tour de France et de beaucoup d'autres événements sportifs, tels le Marathon de Paris, le Dakar, etc. Donc c'est comme ça que j'ai mis les pieds dans le milieu du sport. Je sais même pas comment ils m'ont prise, parce qu'en fait, moi, à la base, je cours le dimanche et je fais quelques séances de yoga, mais à part ça, pas grand-chose en sport. Voilà, je regardais Roland-Garros, je regarde Roland-Garros à l'été, je regarde le Tour de France pendant les heures de sieste, comme la plupart des Français sous les journées de caniculaire. Voilà, c'est à peu près comme ça que je suis liée au sport, vraiment. Mais voilà, en fait, mon profil les intéressait aussi parce que j'étais photographe et qu'ils m'ont expliqué qu'ils pourraient avoir besoin de renforts en photo, en fait, sur quelques événements, quelques courses ou quelques course à pied également. Donc, j'étais un peu curieuse aussi de ça. Et du coup, ils t'ont carrément jeté dans le bain. Exactement. Dans la fosse aux lions. Dans la fosse aux lions, voilà. Ouais. En fait, c'est comme ça que je me suis retrouvée, notamment un souvenir assez fort que j'ai, c'est de me retrouver en 2013
sur le mur de Huy de la Flèche Wallonne, qui est une course belge. Et le mur de Huy est une ascension importante et très stratégique où se joue toute la course donc en Belgique. Et je me suis retrouvée là avec mes petits boîtiers. J'avais des D700 à l'époque, je me souviens. C'était déjà un bon boîtier. Ah ouais, bien sûr, c'était déjà pas mal. Peut-être pas des longues focales comme on l'imagine peut-être dans certaines catégories de sport. Voilà, j'avais pas trop de longues focales, j'avais pas des rafales qui étaient absolument... Pour l'époque, c'était déjà pas mal, ça c'est clair. Moi, j'ai adoré ce boîtier, j'ai gardé très longtemps d'ailleurs. Et mais bon, voilà, je me retrouve dans une marée humaine, un public en délire, où je sais qu'une course de vélo va arriver, mais bon, j'avais aucune idée de comment et quoi faire exactement. Mais en fait, tout cet environnement-là, en attendant la course, m'a déjà beaucoup plu et m'a fait faire beaucoup de photos en fait, de portraits, d'ambiance. Et une fois que la course est arrivée, en fait, j'ai fait ce que j'ai pu surtout, parce que vraiment je voulais, parce que j'étais moi-même un peu déboussolée, mais j'ai été piquée par cet événement précisément, et je trouvais que ça avait quand même un goût de reviens-y. Donc et du coup, c'est toi qui as repostulé pour ce type de mission, ou tu as eu d'autres opportunités comme ça d'aller faire des piges? Comment finalement ça s'est confirmé? Ouais, et en fait c'est intéressant parce que moi sur le moment j'avais quand même l'impression de m'être pas mal plantée, parce que bon voilà, j'avais pas tous les codes de la photographie sportive, c'est pour dire que j'en avais aucun, et que j'ai vraiment fait ça comme je le sentais et avec ce que j'avais comme bagage. Et mais au contraire, je me souviens que mon responsable du moment chez ASO justement m'avait dit écoute, il m'avait dit quelque chose qui m'avait un peu touché. Il m'a dit écoute, tu photographies le sport mais pas comme une photographe sportive, mais tu photographies le sport. Bon, je savais pas trop si c'était un compliment ou une manière de me dire que j'avais planté, mais voilà, en tout cas ça m'a marqué qu'il me dise ça, et je me suis dit c'est marrant parce que moi j'ai aimé ça. Et lui me dit que j'ai un regard qui est peut-être pas comme pas classique d'un photographe sportif. Et donc il m'a demandé si je souhaitais renouveler l'expérience. Donc évidemment c'est un grand oui. Ouais. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée sur des courses de vélo, des courses de cyclisme, du golf. Mais vraiment c'était le cyclisme qui retenait particulièrement mon attention et m'intéressait le plus. Alors juste avant qu'on passe peut-être sur les aspects spécifiques du cyclisme, tu parlais à un moment donné des codes du sport, ou en tout cas des codes de la photo de sport. Est-ce que tu en as en tête quelques-uns comme ça, à la fois ceux sur lesquels aujourd'hui tu te raccroches et ceux sur lesquels tu as peut-être pris un peu de distance? Déjà, les codes du sport, moi, quand je pensais à la photographie sportive, j'avais en tête que les actions photographiées en gros plan, je voyais les unes de l'équipe, je voyais les unes des magazines sportifs comme ça que je connaissais, qui étaient les plus connus, et donc j'avais vraiment le côté que action en tête, vraiment. Moins de performance, mais ça pour le coup m'intéresse toujours autant et me fascine toujours autant, ouais. Mais moins l'environnement, moins les à côté, moins l'émotion, moins tout ce qui est dans l'ombre en fait de la performance finalement. Et je me souviens aussi quelque chose qui m'a marqué, c'est que quand justement je découvre le cyclisme chez ASO, parallèlement je découvre des magazines étrangers qui s'appellent Rouleur Magazine ou Peloton, où justement il y avait des images de cyclisme un peu plus dans une lignée un peu décalée, des regards un peu décalés sur ce sport-là. Et en fait, tous les mois, je me débrouille. J'avais un collègue qui me les apportait tous les mois, et c'est devenu une grande inspiration une aussi nourriture pour moi. mensuelle. Ouais. Et c'est d'ailleurs le premier client que j'ai contacté parce que j'ai quitté. Du coup, moi, je voulais vraiment vivre de la photo. De toute façon, la question se posait pas. Donc j'ai arrêté d'être icono chez ASO et je me suis lancée à mon compte toute seule en 2015. Et Rouleur Magazine, donc ce fameux magazine qui m'inspirait beaucoup, est le premier client que j'ai appelé et qui a eu confiance en moi, et le premier client qui m'a fait travailler en tant qu'indépendante d'ailleurs. D'accord. Aujourd'hui, donc ce statut d'indépendant, tu le revendiques. Est-ce que c'est quelque chose qui est confortable? Enfin, quelle dose tu as entre le confort de la liberté d'être indépendant et puis peut-être l'absence de confort d'être salarié et d'avoir des revenus un peu assurés? Comment tu gères ça? Moi, pour le moment, j'apprécie énormément d'être indépendante. Ça me permet de pouvoir choisir avec qui je veux travailler et comment je veux travailler. De pas avoir les contraintes, c'est évidemment le fait que ce soit
d'année en année, le travail n'est pas assuré. J'espère toujours qu'il y a une sorte de fidélité avec certains clients, mais bon, ça peut très bien s'arrêter du jour au lendemain également. Donc c'est des situations qui peuvent être inquiétantes et pas forcément toujours très agréables, mais le luxe de pouvoir choisir avec qui je travaille est pour moi ce que je préfère quand même dans mon travail, et j'adore varier les prises de vue, j'adore varier mes clients. J'aime bien travailler dans le feu de l'action sur une moto sur le Tour de France, j'aime bien travailler dans les coulisses d'une équipe de cyclisme, j'adore faire Roland-Garros, j'adore travailler pour des marques également, pour faire des choses un peu plus posées, un peu plus pub. Donc tout ça, en fait, cette variété-là me permet de ne jamais me lasser de photographier le sport. Et j'ai toujours, je sais pas encore de quoi l'avenir est fait et comment ça se passera, mais c'est vrai que travailler dans une agence où pour le même client, j'aurais peur de perdre quelque chose dans ma manière de photographier. J'aurais peur que ça me fiche trop dans quelque chose de précis, en fait. Et je préfère garder cette liberté-là et ouais, que le confort finalement t'endorme un peu peut-être. Ouais, j'ai peur de ça. D'accord. Voilà. Mais on sait jamais ce qui peut se passer, quoi. Donc tu disais que tu ne fais pas que du cyclisme, tu as ouvert un peu tes compétences sur d'autres types de disciplines, mais le cyclisme reste quand même quelque chose de très très fort dans ton travail. Est-ce que tu pourrais nous expliquer pourquoi, d'où ça vient et qu'est-ce que tu apprécies en fait dans le cyclisme? Déjà, je trouve que c'est le sport le plus difficile à mes yeux. En termes de performance, c'est-à-dire que la première fois que je me suis retrouvée dans un col, c'était dans les Alpes, je crois, à côté de coureurs qui étaient en train d'attaquer après déjà plus de 100 kilomètres. J'étais complètement bouleversée de ce qui était en train de se passer, et ça me provoque encore le même effet maintenant. D'autre part, c'est aussi un sport itinérant, et moi je trouve ça fabuleux. J'ai lu un article dans Le Monde ce matin d'un photographe qui s'appelle Louis Canadas, qui a photographié. Alors lui, il a photographié le Tour de France sans Tour de France pendant l'année du Covid, là. Donc c'est un peu particulier, mais il a photographié l'absence. Mais en lisant cet article, il a dit une phrase qui m'a plu. Il dit le Tour, c'est un instant qui glisse sur le territoire. Et en fait, je trouve cette phrase super forte, et elle illustre pas mal ce que je pense de ce côté itinérant qui me plaît. En fait, on traverse le territoire, on découvre des endroits. Bien ou pas bien d'ailleurs, mais en tout cas on découvre beaucoup d'endroits, et j'aime beaucoup aussi au niveau de l'échelle ce peloton qui traverse comme ça des paysages différents, des reliefs différents, des conditions météorologiques différentes. Tout ça me plaît énormément. Et enfin, l'aspect populaire du cyclisme, quoi. Je trouve ça c'est très accessible très finalement. Accessible. Il suffit d'ouvrir la porte, Bien et puis sûr. si on a la chance qu'ils passent devant Bien chez nous, sûr, on les voit. Il y a beaucoup de gens qui ont le peloton qui déboule sur le pas de la porte, qu'ils le veuillent ou qu'ils ne le veuillent pas d'ailleurs, je pense. Et des jeunes enfants peuvent aller faire signer des autographes par des cyclistes en tendant une main à travers la barrière. Je trouve qu'il y a quelque chose comme ça de assez fort dans l'aspect l'héritage que ça représente, le côté accessible, populaire. Et voilà, il y a aussi un aspect, voilà, tous ces maillots de sponsors colorés, un côté un peu kitsch aussi, moi, que j'aime bien. Enfin, le côté aussi caravane. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose qui me fascine un peu là-dedans. Voilà, je m'en suis jamais lassée en fait. Enfin, d'accord. Comme par exemple la course à pied un peu plus, le golf, j'en fais plus du tout. Okay. Mais ça, le cyclisme, je trouve que ça se renouvelle à chaque fois. En fait, une étape n'est jamais la même. Sur une course à étapes ou sur un Tour de France. Et pourtant, on imagine que ton travail aussi, c'est d'anticiper un certain nombre de points forts sur le parcours, d'être là au bon moment, d'avoir anticipé que le peloton il aurait telle forme, etc. Comment tu arrives en fait à anticiper ça? Est-ce que c'est simplement l'expérience des années précédentes, ou est-ce que tu as la possibilité d'explorer un peu juste avant le passage de la course? Comment tu travailles tes points de vue? Ouais, non, mais c'est vrai que déjà c'est l'expérience. Moi, je me souviens quand j'ai commencé le cyclisme. Alors évidemment, j'étais fascinée par ce sport, mais j'y connaissais absolument rien. Donc déjà, pour me sentir légitime, il a fallu que je lise 2-3 trucs, que je regarde pas mal de vidéos, que j'essaie de comprendre comment ce sport fonctionnait, parce que
voilà, je connaissais pas grand-chose, et donc avec l'expérience, effectivement, on comprend un peu plus le travail, la stratégie des équipes, on comprend un peu plus effectivement la forme que va avoir le peloton suivant si c'est en début d'étape, en fin d'étape, en montée, en descente. On peut un peu plus anticiper quel coureur va attaquer, quel coureur non. Enfin, on connaît sans connaître les personnalités des coureurs, mais on commence un peu plus à connaître leur profil aussi. Donc tout ça, c'est vraiment à prendre en considération. Bon, quand on roule à 80 km/h sur une moto, mais il faut penser à tout ça en même temps. Et concernant le paysage traversé, et ben ça, c'est un travail qui se fait un peu plus en amont, effectivement. Alors non, je reconnais pas les étapes du Tour de France, en tout cas en réel, sinon ça me demanderait de faire 2 Tours de France, et je pense que ça deviendrait un problème dans mon emploi du temps. En revanche, il y a un système fabuleux qui s'appelle Google Maps et Street View, qui permettent quand même d'aller un peu reconnaître quelques passages. Par exemple, quand on regarde une étape et qu'on voit qu'il y a des passages importants qui passent soit par des cols importants ou des connus, des villages un peu charmants, on peut aller sur Street View et se balader et un peu repérer. Sauf qu'il y a aussi des moments où on se dit ah bah là super, il y a une très belle vue, ça donne sur une falaise, c'est magnifique. On arrive le jour J, il y a 10 caravanes, 15 barrières et des gens sur les caravanes. Donc autant dire que le point de vue n'existe pas. Donc en fait, il y a aussi il faut vraiment être capable de s'adapter à la course, absolument, de s'adapter à tout ce qui peut arriver, d'être ouvert à tout ce qui arrive, parce qu'en fait, moi, je sais que toutes les fois où j'ai vraiment programmé grâce à Google Maps des choses, ça s'est jamais passé comme je souhaitais. Jamais. Tu as besoin de programmer, mais tu ne peux pas. Pas trop. Ouais, okay. Tu dirais dans ton travail que les difficultés principales, elles sont de quel ordre? Est-ce que c'est photographique? Est-ce que c'est justement sur les aspects organisationnels ou d'adaptation permanente? Comment... Les difficultés, elles sont les deux auxquelles je pense là comme ça immédiatement. Je parle de cyclisme beaucoup, hein, mais ça peut aussi se ressentir dans d'autres sports. Ouais. La première, je pense à la frustration, qui est celle de rater un moment important ou de rater un lieu important parce que logistiquement c'était pas réalisable, parce qu'on était coincé derrière le peloton, parce qu'on n'était pas au bon moment, au moment où il se passe quelque chose. Et ça arrive à tout le monde, et il faut être capable absolument d'oublier ça, de passer à autre chose, de le laisser derrière pour continuer la course et surtout pas se bloquer en fait. Et donc ça ça peut être compliqué en fin de journée de repenser, ressasser tout ce qu'on a un peu raté. On oublie très vite ce qu'on a bien fait. En tout cas moi c'est mon caractère. Et le soir on regarde les photos un peu de tout le monde, et on se dit mais pourquoi j'étais pas là, et après on regarde ces images et on voit très bien qu'il y a d'autres choses qu'on a réussi, mais dealer avec ça c'est pas toujours simple. Ouais. Pareil, si je demande à mon motard de m'arrêter parce que je vois un superbe lac, quelque chose de magnifique, on s'arrête, j'hésite un peu, mais bon, je fais mon cadrage, c'est pas mal, le peloton passe, on se retrouve derrière, et en fait, 2 kilomètres après, il y a un endroit magnifique, encore mieux que là où je me suis arrêtée. Bon, voilà, faut un peu fermer les yeux et se dire... Oui, t'as plus le temps parce que tu sais qu'il faut que t'ailles ailleurs. Voilà, plus le temps, de toute façon, on est derrière, le peloton, il est devant nous, voilà, c'est trop tard. Donc, toutes ces choses-là, il faut les assimiler, mais voilà, passer à autre chose très vite. Et l'autre contrainte, en tout cas moi que je trouve si difficile, c'est tout ce qui va être un peu les contraintes. C'est lié à ça, mais logistique et météorologique aussi. C'est-à-dire que il faut s'adapter au temps. Je sais pas, par exemple sur le tennis, c'est pas le cas. Un match de tennis commence, il se met à pleuvoir, tout le monde s'arrête, tout le monde va à l'abri, on attend que la météo redevienne bien et c'est chouette. Une étape un Paris-Roubaix l'année dernière, 2020, il a flotté pendant 3 jours non-stop. On se réveille le matin, il continue de pleuvoir, on en a pour 5 heures sur la moto et dans la boue. Il faut travailler et il faut quand même assurer la journée. Donc ça, il faut réussir dans sa tête à se préparer à ça. Ouais. Et envoyer quoi. Tu parlais du motard tout à l'heure. Est-ce que c'est un binôme un peu éternel avec quelqu'un avec qui tu travailles depuis des années, ou est-ce que à chaque course c'est quelqu'un de différent auquel tu as besoin de t'adapter? Comment? Je me suis toujours posé la question en fait. Le rôle du photographe et du motard. Ouais. C'est une super question parce que oui. Alors sur le Tour de France, j'ai le même pilote depuis. Ça va être mon 7e Tour de France là, et j'ai le même. Et heureusement. Parce que chaque année travailler ensemble m'a permis de mieux travailler. C'est-à-dire qu'il y a une vraie
communication qui se crée avec lui pour et compréhension entre. Il a besoin de comprendre comment je travaille, il s'habitue aussi à comment je travaille. Il y avait des codes qui sont entre nous. Par exemple, quand je veux accélérer, que je suis en train de photographier, je lui donne une impulsion avec mon bras. Quand il y a un dos d'âne, il me tu le diriges comme voilà, un cheval, en fait, il y a des gestes et des codes ouais. physiques pour qu'ils comprennent ce que je suis en train de faire. Et même à lui, ça prend du temps aussi de savoir comment je travaille, ce que je préfère faire, parce qu'on travaille tous de manière différente. Donc tout n'est pas verbalisé. Tout n'est pas verbalisé. Et puis en plus, quand vous êtes à l'arrière, sur la moto à l'arrière, mais complètement retourné, et que vous créez quelque chose, pour qu'il entende, bon courage, quoi. Enfin, il y a pas des systèmes. Non, de fonctionne pas. Ah ouais. On fonctionne pas avec ce système-là. Okay. Donc certains le font, nous on n'en a pas, mais bon, on arrive à communiquer autrement. Donc, mais c'est de mieux en mieux, et c'est super important en fait, l'entente. Bah oui, parce que c'est lui qui va te mettre à l'endroit où tu as besoin d'être. Exactement, c'est lui qui m'emmène là où je dois être. Il faut un peu avoir une confiance aveugle, parce que bon, descendre un col de montagne à 90 km/h quand il pleut, on éteint un peu le cerveau et on donne toute sa confiance dans son pilote. Donc tout ça, faut que ce soit quand même qu'il y ait une bonne entente, en minimum en tout cas. Ouais. Au niveau matériel, sur une course, tu as plusieurs focales. Est-ce que tu utilises des zooms? Comment tu as cette approche de ton écriture photographique avec les différentes focales que tu peux avoir? Alors ça, pour le coup, je travaille un peu pareil sur tous les sports que je couvre. J'ai toujours deux boîtiers. J'ai deux Zen 9, un qui a un 24-70 et un 70-200 afin de pouvoir être capable de couvrir le plus largement. Plages, ouais, voilà. J'ai en général dans ma petite besace, j'ai encore un grand angle 14-24 ou quelque chose comme ça pour quand il y a des virages très très larges et que je veux pouvoir tout cadrer, ou alors quand je photographie parfois depuis la moto au ras-le-sol des cyclistes qui me dépassent ou que je dépasse, il me faut que je puisse cadrer très large. Et j'ai une longue focale pour tout ce qui va être tennis, évidemment, c'est une longue focale très important. Et sur le cyclisme, c'est pour photographier les lignes d'arrivée, les sprints, le sprint final. Je suis au minimum 400 mm, si c'est pas plus. Parce que tu peux pas être plus proche ou non, ou c'est vraiment par esprit d'écriture? On peut pas être plus proche. En fait, la ligne d'arrivée, il y a une ligne photographe qui est autorisée, mais elle est quand même assez loin de la ligne d'arrivée pour des mesures de sécurité. Donc il faut être capable de voir très loin le sprint arrivé, les coureurs arrivés. Une étape de montagne, les photographes ont le droit d'être plus proches de la ligne d'arrivée parce que ils n'arrivent pas à 80 km. Voilà, ouais. Tu utilises du flash de temps en temps? Très rarement. Ouais. Pourquoi? Non, parce que j'aime pas ça. J'adore travailler avec la lumière naturelle quand je peux. Évidemment, s'il y a un podium mal exposé qu'il faut un flash, je l'ai sur moi. Je l'ai toujours sur moi en cas de besoin. Mais je n'aime pas photographier au flash les événements que je couvre. J'aime beaucoup m'adapter à la lumière naturelle. Je préfère faire ça. Et dans les objectifs, est-ce qu'il y en a un que tu privilégies, que tu as un affect particulier parce que ça te permet de faire ressortir tel ou tel aspect du sport? Oui, je travaille énormément au 70-200 ouverture de 8. C'est l'optique que j'utilise le plus en cyclisme. Et moins en tennis, parce qu'en tennis, j'utilise plus des très longues focales. Longues focales, ouais. Voilà. Mais en cyclisme, ouais, c'est ce que j'utilise le plus. Et pourquoi? Qu'est-ce que tu aimes dans ce Je trouve que c'est la bonne distance, en tout cas quand je suis à moto, par rapport à aussi, parce que je dois respecter une distance, évidemment, quand je photographie la tête du peloton, par exemple, ou de l'échappée. J'ai des distances à respecter, confiées par nos régulateurs, dont un est avec nous ici. Donc, c'est vraiment, je dois respecter une distance, et le 70-200 me permet vraiment d'avoir la distance, enfin, le rapport juste en fait dans mes photos, et l'ouverture de 8, moi elle me convient bien, j'aime bien ça. Mais j'adore les focales fixes aussi, hein. Vraiment, j'en ai essayé beaucoup là sur Roland Garros, et vraiment j'aime beaucoup ça, mais en vélo c'est trop risqué. Ça me permettrait pas de travailler correctement. Polyvalence peut-être. Voilà, tout à fait. Ok. On a beaucoup parlé du cyclisme. Dans l'exposition, il y a 2 écrans qui sont consacrés à 2 autres sports, donc les JO et le tennis. Est-ce que du coup, tu peux nous expliquer un peu comment tu es arrivé sur les JO et en quoi c'est différent pour toi? Qu'est-ce que tu as apprécié aussi sur cette expérience? Les JO, c'est vraiment ou pas, hein. Ah si. Non, les JO, c'est quand même
l'expérience la plus folle que j'ai réalisée dans ma petite carrière depuis 10 ans. Vraiment, ouais, c'était les JO. J'y suis arrivée parce que j'ai travaillé. Enfin, c'est un photographe qui m'avait mis en contact avec un autre photographe avec qui bosser. Enfin, c'est du bouche à oreille. Ça se fait souvent comme ça dans ce milieu. En tout cas me concernant, c'est comme ça que tout s'est quasiment fait. Et donc, je me suis retrouvée à couvrir les Jeux Olympiques pour une agence qui s'appelle KMSP, et nous devions suivre tous les Français des Jeux Olympiques, ainsi que quelques athlètes sponsorisés par Lacoste et EDF. C'était un peu les marques qu'on suivait. D'accord. Et du coup, première fois que je me retrouve avec un emploi du temps où chaque sport nommé par jour était un sport que je n'avais jamais photographié. Donc challenge quotidien. Challenge absolu, vraiment. Et j'ai décollé 2 jours après le Tour de France, donc en plus j'étais dans un état de fatigue qui était assez conséquent. Ouais. Et mais voilà, challenge absolu, et en même temps visuellement c'était un vrai plaisir de photographier des nouveaux sports, parce qu'en fait je connaissais pas, et je me suis retrouvée à avoir plein d'idées, plein d'envies, avec des nouvelles lumières, des nouvelles règles. Bon, il y a des sports, je me rappelle, j'y allais dans le bus qui m'y emmenait, je lisais les règles sur Google, je regardais des vidéos YouTube pour voir comment ça se passait. Enfin, voilà, c'était assez rock'n'roll cette situation. Est-ce que du coup, ça t'a replongé dans tes débuts du cyclisme où tu n'avais pas les codes des photographes habituels et tu t'es autorisé à plus de créativité? J'ai notamment cette image-là en tête que je trouve absolument magnifique. Je sais pas si Roland, tu peux te synchroniser dessus. C'est la deuxième des JO de 2020. Moi, quand j'ai regardé cette image, merci. Quand je suis tombé sur cette photo-là, en fait, j'ai eu quelques secondes en fait pour comprendre de quelle discipline il s'agissait, mais j'ai eu en fait un flash. En fait, graphiquement, je la trouvais vraiment très très réussi. Je trouve que le croisement des lignes est vraiment absolument superbe. Est-ce que c'est, du coup, pour revenir à ma question, est-ce que tu t'es replongé dans plus de créativité du fait que tu ne connaissais pas les disciplines? Je pense, oui. Franchement, je pense que oui. Et je me souviens très bien de ce moment. C'est Nina Derwell, la Belge, qui gagne cette discipline-là. Et en fait, moi, je me retrouve. Alors les JO, en plus, on a beaucoup de contraintes en termes d'emplacement. C'est-à-dire qu'on peut moins se balader, comme c'est le cas sur Roland Garros, ou sur un cours de tennis, on peut aller n'importe où. Ou sur une course de vélo. Là, les JO, il y a des emplacements fixes par agence et par photographe, donc c'est extrêmement strict. Donc moi, je me retrouve à cet emplacement-là, et en fait, je me suis rendu compte que visuellement, tout m'intéressait dans ces sports-là. Et en fait, ce que j'aime bien dire quand je photographie le sport, et c'est vrai que c'est fort chez moi, je suis autant intéressée par l'événement que le micro-événement qu'il va y avoir dans le sport. C'est-à-dire que là, par exemple, le talc que les sportifs mettaient sur leurs mains, j'ai tout de suite visuellement été attirée par ça, et je voulais absolument que ça marche en photo, que je puisse rendre ça encore plus que le fameux saut et action qu'elle allait faire vraiment dans sa discipline, en fait. Donc du coup, voilà, je me rends compte que je peux être attirée comme ça par des petites choses à côté qui vont me guider vers une manière de photographier peut-être un peu plus décalée et plus artistique. D'accord. Dans cette photo aussi, est-ce que c'est la synchronisation parfaite? Est-ce que tu avais une cadence rafale suffisamment importante pour pouvoir justement trouver l'image où il y avait un alignement parfait entre le plongeoir et le sauteur? Comment on arrive à réussir une image comme ça? Il y a eu beaucoup d'essais avant, beaucoup de ratés. D'ailleurs, c'est marrant, pour la petite histoire du plongeon. Première fois que mon responsable me demande d'aller photographier le plongeon, je foire complètement. Mais vraiment, je n'étais pas bien placée. Mon arrière-plan était moche. J'avais du public, des barrières, des sponsors à me couper en deux. Enfin, ça allait pas du tout. Donc, je me rappelle, je photographiais, puis je pouvais plus trop bouger. J'envoyais en même temps des messages à mon responsable. Désolé, c'est raté, ça va pas du tout. Et en fait, j'ai beaucoup observé ce jour-là où étaient les autres photographes, comment je pouvais changer cet emplacement, etc. Et en fait, j'ai demandé une seconde chance. Donc évidemment, j'y suis retournée. Et c'est là où j'ai pu observer qu'il y avait moyen d'avoir un fond complètement noir comme ça. Et du coup, j'ai fait plusieurs tentatives avec d'autres, parce que là, c'est Mathieu Rosset, c'est le français que je devais photographier, mais j'ai fait une tentative beaucoup avec d'autres nationalités. T'as fait des répétitions?
Exactement. Et en fait, je voulais absolument avoir les anneaux dans ma photo pour contextualiser forcément les Jeux Olympiques. Et voilà, après pas mal d'essais, bon, il y a le facteur chance qui est énorme dans notre travail, quand même, il faut le reconnaître, pour que vraiment son pied s'aligne comme ça. Voilà, j'ai fait des tentatives, mais bon, il se trouve que c'était disons que c'était une heureuse rencontre entre moi, le fait que j'ai cherché à provoquer ça en me plaçant ici, et la chance que au moment de sa position, enfin, son plongeon, ça se passe comme ça. Mais faut dire qu'on est aidé maintenant avec la technologie, avec le suivi en 3D, les rafales qui vont toujours plus loin. On est aidé pour réaliser ce genre d'image. On va du coup se parler un petit peu du Z9, puisque oui. Tu as la chance d'avoir le Z9. Tu es même ambassadrice de Nikon et tu as pu faire partie de ceux qui ont parlé du Z9 en premier. Qu'est-ce qui aujourd'hui change la donne avec un Z9 que tu n'avais pas sur d'autres boîtiers au préalable? Mais il y a beaucoup de choses. J'ai l'impression qu'un retour en arrière serait complètement impossible, en tout cas me concernant, même si vraiment j'adorais mes D5. Ce qui change là, ce qui me vient en tête immédiatement, c'est le fait déjà de pouvoir voir ce que je photographie. La visée électronique permet au moment où je prends ma photo, ce que je vois dans ma visée, c'est la photo qui va sortir en fait telle quelle. Donc ça veut dire qu'on n'a plus de mauvaises surprises notamment je pense au cyclisme. Ça nous arrive de traverser des forêts, 2 secondes après d'être au milieu d'un champ de blé, donc de passer d'ombre à lumière non-stop. Je trouve que le côté de pouvoir d'avoir la possibilité de changer ses diaphes et changer ses réglages rapidement, parce qu'on voit immédiatement et très rapidement qu'on n'a plus la même exposition. Quand dans sa tête on pense à qui va attaquer, où il est, machin et tout, je trouve que c'est un vrai soutien technique pour pouvoir être plus créatif et ne pas se planter. Parce que du coup, tu faisais comment avant, quand t'avais pas cette vision live? Ah bah soit j'y pensais, soit je ratais. Hein. De toute façon, d'accord. Okay. C'est soit d'un seul coup j'ai la lucidité pour me dire attention, je change d'environnement, je change, et ça arrive plus souvent, mais ça arrive de pas être prête en fait, de plus y penser et de pas avoir l'expression. Du coup, tu as un contrôle visuel qui te permet de savoir mieux où tu en es. Oui, et ça c'est très important. Et les autres choses qui changent, comme on parlait du plongeon, ça me vient tout de suite en tête, parce que là je viens de photographier du tennis pendant 2 semaines et ça m'a beaucoup servi, l'autofocus. Tous les modes d'autofocus qui permettent de suivre, il y a quelques modes automatiques qui permettent de suivre les sujets ou les véhicules, mais bon, moi j'utilisais toujours sujet, en tout cas pour le tennis et pour le cyclisme, je l'ai fait aussi. C'est quand même absolument fabuleux. Enfin, c'est quand on a un fond, notamment un fond de terre battue ou un fond de route et tout ça permet de ne plus rater une image, en tout cas. Enfin, moi je suis scotché par ça. Tu as une préférence sur un mode autofocus particulier, sur le tennis par exemple? Ouais, je me mets toujours en 3D, mais je garde quand même l'option où il détecte l'humain. Donc ça veut dire qu'en fait, la priorité elle est sur mon 3D, donc c'est moi qui vais décider où je fais ma mise au point. Mais lui, là, en arrière-plan, il peut détecter l'œil de mon sujet. Et si ma 3D se décale, en fait, lui, il est toujours là pour me dire non, et ton sujet, il est là. Et en fait, c'est impossible de rater sa mise au point sur le sujet. J'ai beaucoup utilisé ça là récemment. Je vais voir sur le cyclisme parce que j'en ai pas fait tant que ça. En tout cas, à moto, j'ai fait le Paris-Roubaix avec les Z9. Et là, j'étais en, je crois la même chose. Je crois que j'étais en 3D. Parce qu'en cyclisme, tu auras une difficulté supplémentaire. Alors, t'as l'habitude de le gérer, hein, bien évidemment, mais au tennis, en fait, en général, t'as un seul sujet. Oui. Puisque l'autre, il est en face, donc en général, tu les as pas sur la même image. Là, tu auras forcément plusieurs visages au même endroit. Est-ce que tu as déjà un peu anticipé comment ça pouvait se passer? Est-ce que tu as déjà pu tester? J'ai pas pu tester vraiment, enfin si un petit peu sur le Paris-Roubaix, mais vraiment je m'étais mis en 3D, ça m'allait très bien quoi. Mais par contre, dès que je passais dès que j'étais avec des échappées où il y avait moins de coureurs, là tout de suite je m'en mettais, c'est hyper rapide d'aller vite et de changer son autofocus, je m'en mettais en priorité personne. Ok. On n'a pas trop fait de respiration. C'est tellement inspirant ce que tu nous dis. Est-ce qu'il y a des questions, des choses qu'on n'aurait pas abordées?
Alors, une question, je vais te donner le micro. Bonjour. Bonjour. Alors, oui, je suis surpris quand tu dis que la difficulté autrefois en cyclisme, c'était quand tu passais du soleil à l'ombre, etc. Parce que normalement, en iso-auto, ça règle le problème. Ou bien tu n'utilises pas iso-auto? Non, je n'utilise pas trop iso-auto. Justement, j'expliquais, là, c'est la première fois sur le tennis, il y a 2 semaines, enfin, des 2 dernières semaines que je viens de faire. On a eu un temps vraiment très nuageux et soleil, ça changeait toutes les secondes. Et j'ai utilisé ISO automatique pour la première fois et c'était assez agréable. Mais en vélo, j'aime pas parce que je suis habituée à en plus. Alors même si une fois qu'on se met en ISO automatique, on peut changer densité avec le plus et le moins, on peut encore adapter à sa façon. Mais moi, j'ai tendance en plus à un peu sous-exposer mes images. Donc pour moi, c'est très important d'avoir les ISO toujours les plus bas possibles. Donc c'est vrai que je préfère avoir la main un peu sur tout. J'ai une question un peu stupide. Il n'y a pas de question stupide. Si, je suis motard aussi. Et alors, par contre, j'ai jamais réussi à mettre un réflexe à l'œil avec un casque. Ah oui, il faut une visière intégrée. Il faut une visière qui rentre dans le casque. Ah oui, mais tu n'as pas un intégral, alors tu as un jet. J'ai un casque intégral, enfin en tout cas il passe pas en dessous, hein. J'ai une petite courroie qui me permet de le fermer, mais j'ai une visière qui passe sur mon casque en fait, donc elle me gêne pas. Et tu arrives à rentrer donc. Oui, on fait tout ça les photographes, sinon on peut pas travailler. C'est pas une question stupide. Y a-t-il une autre question dans la salle ou peut-être en ligne? Roland, est-ce que tu as des questions qui sont venues? Oui. Oui, alors je veux. Oui, parce que je suis un peu loin de Pauline. Alors, des questions, elles vont me venir au fur et à mesure. Hein. Je ne vais pas non plus poser des questions pendant 1 minute. Mais ce que je voudrais témoigner surtout, et vous avez vraiment fait un travail remarquable. Et je le dis parce que moi, je suis photographe professionnel, mais j'ai été aussi cycliste. Et quand j'ai vu vos photos, j'ai ressenti les douleurs que j'ai eues lorsque je faisais du vélo. Alors, ce n'était pas au niveau professionnel, hein, c'était amateur. Mais toutes ces douleurs, je les ai vues dans vos photos. C'est des moments de découragement, les rotules éclatées, les dos complètement râpés par le bitume, etc. Et je me dis, cette photographe, elle a quand même une sensibilité exceptionnelle. Et c'est pas de la flagornerie, c'est un constat. Et ce qui me touche beaucoup, c'est votre démarche, votre approche, très humble. Parce que la photo, c'est un métier extrêmement difficile, extrêmement complexe, qui demande beaucoup d'intelligence, beaucoup de culture générale. Et bien sûr, je suis un iconiste convaincu, parce que je me souviens, lorsque j'étais plus jeune, je suis arrivé au boulot avec un F3 à l'époque. Je ne sais pas si ça vous parle, le F3. Et il avait cette particularité d'avoir un prisme, et ce qui permettait de photographier discrètement et d'avoir une vue sur le... Ouais, ça représentait pas, c'est 24-36, hein, donc c'était pas... Mais c'était un plus, et à chaque fois, Nikon apportait des plus. Alors moi, je suis toujours avec mon vieux D850, et la série des Z, ça m'a un petit peu... j'ai eu un blocage. Alors puisque vous travaillez avec le 9, ça doit être extraordinaire, parce que je pars d'un principe, le boîtier doit être le prolongement de l'œil. C'est-à-dire que les ingénieurs chez Nikon, puis d'autres marques bien sûr, que je ne vais pas citer ici, se creusent la tête pour que les photographes puissent avoir justement à leur disposition un outil qui permet d'oublier la technique, entre guillemets. C'est exactement et ce donc, que j'allais dire. Ouais. C'est ça. Donc avoir du confort, c'est très important. Parce que combien de photos on peut rater parce qu'il y a un problème de mise au point, parce que ça pompe, etc. Et ça, c'est souvent très frustrant. Et franchement, vous avez fait un travail merveilleux. Et mais qu'est-ce qui vous a, alors ça arrive enfin à ma question, qu'est-ce qui vous rend si proche du sport cycliste? Alors, merci beaucoup. Ce qui me rend proche du cyclisme, c'est un peu les raisons que j'ai énoncées précédemment sur le dépassement de soi, l'effort, le côté populaire, l'accessibilité à ce sport. Et c'est vrai que je sais que quand je me suis intéressée à ce sport-là, très rapidement, j'ai lu beaucoup de choses aussi sur les anciens champions, notamment sur Paris-Roubaix, qui me fascine énormément, qui est ma course préférée.
Et je pense que en fait, je lisais ces histoires comme je lisais un roman, et ça m'a vraiment fasciné, toutes ces histoires de Eddy Merckx et compagnie. Donc, je pense que c'est un sport où je me sens proche et par l'histoire et par l'aspect physique et visuel que ça représente. Exactement. Je sais pas si je réponds bien à votre question, mais On va prendre une autre question, parce que je sais qu'il y avait une autre question quelque part. Oui, allez-y. Alors, je répète juste pour les personnes qui sont de l'autre côté du fil. Monsieur disait qu'il y a beaucoup de photographes qui parlent du sport et que... Excusez-moi, je vais vous faire répéter du coup. Non, mais il n'y a aucun souci. Il y a beaucoup de grands journalistes qui ont écrit sur le cycliste des textes extraordinaires, qui ont fait la légende du cycliste grâce à ces grands journalistes. Mais personnellement, j'ai pas vu de grands photographes vraiment écrire, c'est-à-dire toute la partie narrative. Et je pense que vous y approchez vraiment. Voilà. Alors, une autre question dans la salle. Tu m'expliquais tout à l'heure que tes photos, quand tu es sur une moto, tu les transfères automatiquement auprès d'un site ou autre. Est-ce que tu pourrais nous redire quels sont les outils que tu utilises pour faire cela? oui, tout à fait. Quand je travaille, d'ailleurs que ce soit au cyclisme, au tennis ou sur les JO, j'envoie mes images en live. C'est-à-dire qu'en fait, avant avec mes dessins, que j'avais un petit routeur que je devais intégrer à mon boîtier afin d'envoyer. Maintenant avec le Z9, ce qui est génial, c'est que tout ce système est intégré directement au boîtier, que je connecte à la 4G en fait avec une carte SIM, et j'envoie directement mes images. En fait, moi je travaille en RAW, à savoir je travaille toujours en RAW, et je fais une première retouche rapide parce qu'il y a un système de traitement RAW sur le boîtier qui me permet de venir corriger un petit peu, de redresser mon image, de venir changer un peu le contraste, etc., de faire quelque chose de léger juste pour que mon image soit propre. Et je l'envoie en live à mes clients afin qu'ils puissent communiquer. Je les envoie sur un FTP en fait. Après, ce serait un peu ennuyeux de donner tous les détails, mais voilà, je peux les envoyer en live afin que mes clients puissent dans la journée communiquer sur l'événement qui est couvert. Et le soir, quand j'ai terminé, je reviens en salle de presse et là, je refais un autre editing où je fais un best-of, disons, d'une 20aine d'images que je retravaille moi-même et pour alimenter les réseaux sociaux des clients ou d'autres sites. Et je travaille avec des iconos aussi dont certains sont habitués de travailler avec moi et à qui j'ai pu fournir aussi pour certains mes presets Lightroom. J'ai expliqué comment je les utilisais afin que ça puisse se rapprocher au mieux, même en live, du type d'image que je fais. Voilà. Merci Pauline. Une dernière question peut-être. Bonjour Pauline. Bonjour Christophe. On a vu beaucoup de vélo, du tennis, tu disais au JO aussi, d'autres disciplines nouvelles pour toi. Est-ce que les sports collectifs, c'est quelque chose qui t'attire? Est-ce qu'on a une chance de te voir au football, au rugby, au basket? Je sais que tu es allé un petit peu quelques matchs, mais est-ce que c'est pas quelque chose qui t'attire? Est-ce que c'est un challenge pour toi? Est-ce que tu as envie d'en faire plus? J'aimerais bien en faire un peu plus. C'est vrai qu'au JO, j'ai particulièrement aimé le basketball. Voilà, je peux pas trop expliquer. Si, c'était l'éclairage aussi qui me plaisait pas mal. Et puis, c'est un sport que je connais tellement rien qu'à mon avis, la curiosité m'a piqué une nouvelle fois. Et le football, j'espère continuer aussi parce que c'est vrai que je fais quelques matchs à l'année, pas beaucoup, mais ouais, ça me plaît toujours autant. Après, c'est vrai que le football, la contrainte, enfin en tout cas quelque chose qui je trouve être une contrainte, c'est qu'on a une place, on est assis pendant tout un match. Et bon, faut pas rater ce qui se passe évidemment, mais j'ai l'impression qu'il y a moins de place pour la créativité dans ces sports collectifs parce qu'on est vraiment une seule position. J'ai l'impression qu'il y a moins de place, moins de liberté pour laisser sa créativité s'exprimer, je trouve. Alors une toute dernière question, et puis après n'hésitez pas, hein, Pauline reste encore un petit peu au Nikon Plaza, donc ceux qui sont présents, vous avez la possibilité de continuer à lui poser des questions. Merci. Bonjour, j'avais une question sur la photo de sport, du coup toujours, sur
la part du hasard, on en a un petit peu parlé sur le fait de la chance, enfin sur la chance qu'il faut pour saisir le bon moment, que ce soit sur le plongeon par exemple ou sur la gym. Comment est-ce que vous anticipez ce hasard? Quelle est la part du hasard que vous laissez autre que l'arrière-plan du coup? Et est-ce qu'il y a des façons de s'en prémunir, que ce soit sur le fait de cadrer plus large pour pouvoir cropper après à l'intérieur? Voilà. Alors le hasard, je pense que tous les photographes, on aime bien dépendre de lui. On aime et on n'aime pas dépendre de lui. C'est quelque chose qui en fait pour moi fait partie aussi de... Je me dis toujours qu'il y a un truc magique, enfin en tout cas moi ce que je trouve magique quand je fais une photo, c'est vraiment le moment où la lumière, l'émotion et la composition se retrouvent au même moment. Ça pour moi c'est un truc, je m'en lasserai jamais, et c'est pour ça que j'aime la photo, c'est pour ça que je m'exprime comme ça. Il y a une vraie magie que je trouve fabuleuse. Quand tu dis magie, c'est que tu ne l'expliques pas? J'arrive pas à l'expliquer, c'est vraiment ce moment-là où tous ces éléments se réunissent au même moment pour faire ce qu'on appelle la photo. Parce que quand vous réussissez une photo, en général, vous vous rendrez compte tout de suite, au moment de la prendre, quand c'est vraiment une bonne photo, vous le sentez. Et la part du hasard là-dedans, elle est parfois forte. Après, je pense qu'un bon photographe, c'est marrant parce que j'étais en train de complimenter un pote photographe il y a pas longtemps, et il m'a répondu ouais mais tu sais Pauline, c'est de la chance, c'est de la chance. Je fais ouais mais des bons photographes ils ont de la chance, les mauvais photographes ils ont jamais de chance. Et c'est vrai parce qu'en fait je pense qu'il y a un côté où on cherche un peu à la provoquer. Parfois il se passe rien, mais quand on cherche un peu à la provoquer, en général il se passe quelque chose. Mais c'est vrai que un mauvais photographe c'est un photographe qui n'a jamais de chance, je pense. Et après l'autre question, tu m'as parlé du crop, je sais pas, Ouais. Il y a beaucoup de ça dans l'anticipation, notamment j'ai photographié, là, ce que tu dis, ça me rappelle, il y a 2 jours, j'ai photographié une finale de tennis fauteuil. Et il se trouve que quand ils jouent, en fait, leur revers, en fait, le bras part super haut. Et en fait, moi, j'avais l'habitude de bien serrer. En tout cas, ce que je voulais faire à ce moment-là, c'était bien serrer. En fait, je coupais la raquette à chaque instant, ça me rendait malade. Donc, voilà, il y a des moments, oui, on anticipe, on cadre plus large, et on a des boîtiers qui permettent de recadrer super bien, tout en gardant une qualité absolument folle. Donc, ça, c'est important aussi. Merci beaucoup, Pauline. Merci beaucoup. C'était un super échange. Je rappelle que l'exposition est donc visible jusqu'au 2 juillet au Nikon Plaza. Est-ce que tu peux aussi indiquer comment les gens peuvent suivre ton travail? Est-ce que le meilleur moyen, c'est Instagram? Est-ce que tu as d'autres... C'est vrai que je publie beaucoup sur Instagram les événements sur lesquels je suis et que j'alimente régulièrement. Et sinon, il y a mon site internet également, paulineballet.com. C'est les deux plateformes que j'alimente. Merci beaucoup, Pauline. Merci beaucoup, Thomas. Merci. Bonne soirée à tous. Et je vous souhaite une bonne soirée. Voilà, ça se suffit à soi-même. Merci. Bonne soirée.